Polysécure, épisode spécial. Je suis accompagné de Mathilde. Est-ce que tu peux te présenter? Bonjour à tous et bonjour Nicolas, merci beaucoup de m'accueillir pour cet épisode. Alors moi je suis Mathilde Kank, je suis déléguée à la protection des données pour Hitachi System Security. Ça va bientôt faire 2 ans que je joue ce rôle dans cette entreprise. J'ai intégré Hitachi il y a 3 ans maintenant en tant qu'analyste en protection des données à la base. Donc j'aide les entreprises à se conformer à la protection des données personnelles. Mais avant ça, avant d'arriver au Canada, je me suis formée en France, en Europe, autour de la réglementation qui était en Europe. Donc c'est de là que je tiens ma première expérience et ma formation, où j'ai fait des études de droit en premier, puis je me suis réorientée pour traiter tout ce qui est management et protection des données personnelles. Donc c'est un peu mon background, je dirais, dans le domaine. Oui, très intéressant. Puis je te remercie de la participation au podcast parce que tu vas amener un éclairage nouveau. Ben, pas nouveau, mais en tout cas différent de ce que j'ai, du moins sur le podcast, puis en général, ce qu'on entend sur le projet de loi 64 qui va rentrer en action au moment où on enregistre dans 9 jours, à partir du moment qu'on enregistre. Là, je ne sais pas quand l'épisode va être diffusé. Donc, là, l'action va se passer pour de vrai. On entend beaucoup les avocats en discuter de ce volet-là parce que c'est quand même un aspect légal. Cependant, je crois qu'on ne parle pas assez du volet technologique qui est associé à ce projet de loi-là, ou en tout cas la modification que ça a eu dans les différentes lois, et comment on peut mettre des actions. Puis je vais te laisser amorcer là-dessus parce que tu as un point de vue très intéressant dans lequel qui va guider d'un point de vue technologique davantage les gens à se conformer à cette loi-là. En effet, si j'ai un aspect légal au départ dans ma formation, moi je me suis orientée plus sur l'aspect organisationnel et comment mettre en place la conformité au-delà de l'aspect légal qu'on peut retrouver dans la protection des données. J'aime à dire que quand on parle de protection des données personnelles, c'est un tiers de légal, un tiers de gestion de projet et un tiers de sécurité à mettre en place. Parce qu'il y a tous ces aspects à prendre en compte. Donc bien sûr, il faut maîtriser la loi, il faut la comprendre, mais derrière, il y a comment on va l'appliquer. Et là, il y a beaucoup de techniques, beaucoup de propositions qu'on peut faire. Et il y a des choses que potentiellement un avocat va pas nécessairement pouvoir faire parce que c'est un aspect autre que justement la lecture des textes et leur interprétation. Donc, c'est sûr que moi, c'est ça qui m'intéresse. Quand on parle de protection des données, alors oui, il y a le projet de loi 64 qui maintenant, on parle de la loi 25. Là, on avait 1 an depuis son entrée, depuis sa sanction, pour que les entreprises mettent en place les premières mesures pour se conformer. On parlait du responsable de la protection des renseignements personnels, mais aussi de la gestion des incidents de sécurité. Ça, c'est un gros aspect pour les entreprises qu'il faut considérer. Puis on a d'autres mesures qui vont se mettre en place, en particulier l'année prochaine, avec toutes les politiques et procédures à appliquer. Il y a beaucoup d'enjeux techniques, beaucoup d'aspects organisationnels justement dans ces procédures à mettre en place. Je pense notamment à la gestion des droits des personnes, comment on va mettre en place ces droits et s'assurer qu'ils sont bien respectés par les entreprises. Donc, c'est un peu tous ces aspects-là qui sont intéressants, je trouve, et qui sont assez compliqués à mettre en place. Je pense notamment à ce qu'on a pu vivre en Europe, puisque ce qui s'est passé avec le RGPD, c'est un peu ce qui se passe maintenant pour le Québec. Donc, j'essaye de tirer de cette expérience le meilleur pour pouvoir aider les entreprises au Québec. Oui, c'est une très bonne chose d'ailleurs que cette expérience-là puisse se répéter puisque quand même cette loi-là a beaucoup de ressemblances au RGPD, donc on est quand même en terrain connu. Ce qui d'un côté va nous donner l'avantage de pouvoir collaborer avec des entreprises européennes plus facilement parce qu'on a maintenant une équivalence légale, ce qu'on n'avait pas avant. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Là, tu as justement mentionné, il y a trois vagues de mise en application. La plus grosse en termes de quantité de mesures est quand même celle du 22 septembre 2022. Les deux autres sont en ampleur moins grande. Cependant,
indépendants en termes de complexité sont beaucoup plus élevés. C'est justement pourquoi ils ont été remis à la 2e et la 3e année, justement, pour laisser le temps aux entreprises de prendre un peu d'air. Là. C'est là où je dirais je suis pas nécessairement complètement d'accord sur le plus gros à faire. Pour moi, le plus gros à faire, ça va être pour 2023. C'est là où on exige toutes les politiques, toute la gouvernance de la protection des données à mettre en place, qu'il faudra évidemment prouver. Mais je dirais qu'il y a eu un aspect d'urgence par rapport à la gestion des incidents de sécurité. C'est pour ça que c'est obligatoire à partir de 2022 à mon sens. C'est parce que c'est là où réside le plus gros risque quand on parle de protection des données personnelles. Et puis on l'a vu dans l'actualité, notamment la violation qui s'est passée chez Desjardins. C'est l'exemple le meilleur qu'on puisse prendre par rapport à ce qui peut se passer. Et c'est à mon avis, une des raisons pourquoi la législation a changé, en dehors du fait qu'on voulait aussi s'aligner avec l'Europe, notamment avec l'aspect des marchés, qu'on veut continuer à traiter avec l'Europe plus facilement. Mais en tout cas, je dirais que 2022, c'est vraiment les actions pour limiter les plus gros risques autour de la protection des renseignements personnels. Et 2023, ça va vraiment être le plus dur du travail, puisque c'est là où on va devoir créer toute la documentation qui est liée à la protection des données, notamment avoir une documentation sur toutes les activités qu'on fait en matière de traitement de renseignements personnels et comment on les traite, et puis prouver quelles sont les mesures qu'on a mises en place pour protéger les renseignements personnels, que ce soit avec des mesures juridiques, mais aussi des mesures techniques de sécurité. Donc ça, c'est un aspect. Puis après, toutes les autres politiques. Donc c'est là où je dirais, je suis pas complètement d'accord avec ce que tu disais, mais en tout cas, le sens est quand même là. Et c'est vrai que le gros se joue maintenant et l'année prochaine. Oui. Puis là, on va tomber dans le volet peut-être un peu plus pratique. Justement, l'objectif de cet épisode, c'est la forme de prise en main. Parce que là, c'est imminent. Il y a des actions techniques à mettre en œuvre. Là, tu parles justement de gestion des incidents qui était le gros morceau pour 2022. On ne peut pas juste laisser ça dans les airs et espérer que ça se passe. Il y a des actions réelles à poser, généralement technologiques ou relatives à la technologie. Fait que peux-tu nous entretenir un peu là-dessus, voir qu'est-ce que tu nous conseilles? C'est sûr que même pour moi, dans l'expérience qu'on a eue chez Hitachi System Security, j'ai pas été toute seule à travailler sur cette mise en place de la gestion des incidents de sécurité, parce que d'abord, ça va commencer avec le support des équipes TI. Donc, on va travailler avec le responsable de la sécurité informatique pour pouvoir s'adapter et pouvoir intégrer la protection des données et les nouvelles exigences avec ce qui existait déjà avant. Donc ça, c'est vraiment, ça a été la première étape, c'était de discuter avec les personnes qui vont être impliquées dans le processus pour qu'on trouve le meilleur moyen de travailler ensemble. Alors ensuite, ça a été de la coordination. Et puis, donc on a mis en place, par rapport à ce qui existait déjà, on a regardé quelles étaient les nouvelles exigences, notamment en termes de documentation, parce qu'on nous demande de documenter. Et ça, c'est pas nécessairement nouveau, parce que ça existe aussi sous la loi fédérale du secteur privé, la LPRPDE. Donc ça, c'est quelque chose qui existait quand même en tant que tel au Canada. Mais vraiment, au Québec, là, on a encore un peu plus d'exigences par rapport à cette documentation, par rapport à l'information de la commission d'accès à l'information quand il y a des incidents. Donc, il faut savoir réagir dans ces cas-là. Et il y a parfois des délais qui vont s'appliquer, et je prends l'expérience aussi qu'on a eue en Europe. On avait des délais de 72 heures qui existent quand on a un incident de sécurité qui porte atteinte aux données personnelles. On a un délai de 72 heures pour reporter l'incident.
Et c'est très très compliqué d'avoir toute la documentation pour le faire. Si je pense au Québec, c'est quand même la même chose, hein, parce qu'on a une obligation d'informer dans les plus brefs délais la commission d'accès à l'information, parfois d'informer les personnes concernées qui ont été impactées par l'incident. Donc ça, c'est des choses à prendre en compte, savoir comment informer les personnes, quels sont les éléments qu'on doit récolter quand il y a un incident. Donc c'est important, à mon sens, de faire une liste et avoir comme un document prêt pour le jour où il y a une violation de données, un incident de sécurité qui impacte les renseignements personnels, d'avoir ce document qu'on puisse remplir de manière simplifiée et qu'on puisse communiquer aux personnes qui auront détecté l'incident pour pouvoir faciliter la récolte d'informations et ensuite la préparation du rapport de communication aux autorités. Donc ça a été notre priorité. Puis après, bien sûr, ce qui peut être intéressant, c'est de faire un test. Tester un peu si le processus a bien été compris. Et c'est là qu'on se rend compte que c'est pas si simple à mettre en place, parce qu'il va y avoir un document qui manque, ou alors on va avoir une incompréhension, ou parfois on va se dire non, c'est pas une violation de données, il n'y a pas de renseignement personnel. Puis en fait, on se retrouve un peu embêté, où on dit attention quand même, parce que si ça c'est bien un renseignement personnel. Donc ça c'est un peu ce que j'ai pu vivre dans la mise en place de notre processus chez Hitachi. Maintenant on est beaucoup plus en point. Justement, puis le processus je vais en profiter de ce volet-là parce que je parle de mon expérience, parce que j'ai été à plusieurs égards gestionnaire d'incidents dans plusieurs organisations. Et un des points, puis là, tu mentionnes, qui est très important, justement, qu'on soit capable d'identifier l'information personnelle, qui est protégée par la loi. Dans certains cas où j'ai rencontré, même dans plusieurs cas où j'ai rencontré des incidents, quand on demandait au côté affaires de nous exprimer si les systèmes qui avaient été touchés comportaient ce type d'information-là ou tout type d'information qui était potentiellement à risque, généralement, on savait des réponses. Non, nos systèmes ne sont pas graves, et ainsi de suite. Fait que là, on gérait l'incident avec la présomption que le système ne contenait pas d'informations personnelles ou d'informations critiques pour l'organisation. Puis, en cours de chemin, d'un coup, on découvrait qu'il y avait d'informations comme ça. Ce qui vient changer l'état de la gestion de crise à ce moment-là, ce qui vient changer beaucoup, beaucoup de choses et cause essentiellement des dommages assez permanents à l'organisation, parce qu'ensuite, il y a toute une conséquence de mal-connaissance qui est là et c'est beaucoup plus dispendieux. Ça, c'était avant le changement à la loi. Maintenant que le changement à la loi, le bâton qui va être à côté de ça, de cette manque d'information-là, va être assez puissant. Puis je trouve ça très important que tu aies commencé d'ailleurs par ce point-là de documenter, repérer l'information, parce qu'il est celui que j'ai vu jusqu'à présent le plus manquant dans les organisations. Et puis en termes de documentation, ça me permet de rebondir sur la documentation des activités de traitement. On parle du registre des activités de traitement en Europe. Il n'a pas vraiment un nom spécifique quand on est au Canada ou au Québec avec les législations. On nous parle simplement d'avoir une documentation de nos activités de collecte, d'utilisation des renseignements personnels. Et pour moi, c'est un document qui résout beaucoup de choses en matière de conformité, parce que ça va être vraiment l'image de ce que fait une organisation avec des renseignements personnels. Donc, on va documenter tout ce que l'entreprise va faire et pourquoi elle utilise ces renseignements personnels. Donc, ça permet de voir déjà si on respecte les principes qui sont applicables en matière de protection des renseignements personnels. Ça permet aussi de démontrer sa conformité. Ça, c'est également un principe phare qui est issu des réglementations dont on parle jusqu'à présent. Et puis, quand il y a un incident de sécurité, finalement, et qu'on regarde les différents outils, par exemple, qui ont été impactés ou les données qui ont été impactées, grâce à cet inventaire, ce registre, cette cartographie, peu importe comment on l'appelle, quand on regarde ce document, ça va être beaucoup plus facile de voir quels sont les impacts, quelles sont les données qui ont été impactées, quelles sont les personnes qui sont concernées, et puis qui il faut informer si c'est nécessaire. Mais c'est vraiment un document qui résout beaucoup de choses, et je dirais que c'est
une des premières recommandations que je fais dans les entreprises quand elles n'ont pas encore ce document, c'est vraiment de créer cet inventaire qui va vraiment être la clé pour résoudre beaucoup de problèmes et beaucoup d'éléments. On parlait des incidents de sécurité, mais ça va être aussi le cas si on reçoit une demande de droit d'accès. Si on sait que c'est un employé qui envoie une demande de droit d'accès, grâce au registre, on va regarder quels sont les traitements qui concernent les employés et on va savoir où se trouvent les données et qu'est-ce qu'on fait avec leurs données. Donc ça facilite vraiment la réponse aussi à ce type de demande, par exemple. Très intéressant. Puis c'est justement, revenir là-dessus, la documentation est un élément qui est malheureusement manquant dans bien des organisations. Et encore pire dans les PME que j'ai pu croiser, qui ne croient pas utile de faire ça, mais là, à ces moments-là, ça devient peut-être va venir les mordre davantage si c'est pas là. Puis justement, dans la loi, il y a des exigences d'un niveau minimal de prouver. Puis la documentation est un moyen de prouver qu'on est sérieux dans notre démarche. C'est ça, exactement. En fait, nous, par rapport à mon expérience, par rapport aux clients avec qui j'ai pu travailler, la plupart du temps, ce qui manque, c'est la documentation. Et donc, quand on fait une évaluation de conformité, forcément, le niveau de maturité, il n'est pas très haut. Mais il suffit de quelques documents pour améliorer le score et la maturité de l'entreprise et limiter les risques. Et en fait, ça repose vraiment sur le principe de responsabilité qui est issu de la législation, qui dit que toute entreprise doit être en mesure de prouver et de démontrer les mesures qui ont été mises en place et que, en effet, ça protège bien les renseignements personnels. Donc, c'est vraiment un élément clé sur lequel on insiste chez nous en tout cas, parce que c'est le plus important finalement. À la fin, c'est de montrer qu'on a bien mis les mesures en place. Parce que ce qui est fou aussi, c'est que quand on va évaluer la conformité de l'entreprise, la plupart du temps, les choses sont bien faites. Je dirais, le gros est déjà existant, on respecte la plupart des principes. Bon, parfois, il y a des exceptions, c'est sûr, mais il y a quand même des choses qui sont respectées. Et parfois, on me dit, non, mais moi, la protection des renseignements personnels, on n'a rien. Rien n'existe dans mon entreprise, on est niveau 0. Sauf que quand j'arrive chez eux et que je vais commencer à évaluer, je leur dis, si vous voyez ici, vous respectez ce principe, c'est juste que vous vous en rendez pas compte parce que vous n'avez pas réfléchi à ces aspects-là et puis vous n'avez pas la documentation qui montre que vous avez quelque chose en place. Donc finalement, on est tous déjà un petit peu conformes, je dirais, dans nos pratiques. Mais c'est ça, il suffit d'un tout petit peu plus parfois pour améliorer grandement la conformité. Et c'est pas un aspect légal, hein. Ça, c'est vraiment de l'aspect gestion de la documentation, gestion de projet, mettre en place les bonnes choses. La conformité, c'est un marathon, c'est quelque chose qui se fait petit à petit et qui se démontre au fur et à mesure. On va pas tout faire d'un coup, mais c'est ça. Chaque étape est importante, je dirais. Oui, mais c'est important, puis pour plusieurs, en tout cas, du moins dans les PME qui sont pas habitués, sont pas confrontés à ce genre de situation de conformité, parce que c'est pas tout le monde, c'est pas toutes les entreprises ou même les institutions publiques qui sont confrontées à ces obligations-là. Ça crée une surprise, puis des fois des préjugés très négatifs, comme quoi c'est lourd, c'est pesant, puis ça n'apporte aucune valeur à l'organisation, quand dans les faits, puis on mentionne justement pour la documentation, ça l'amène la valeur parce que ça l'accélère l'action des gens, ça les rend moins dépendants. Ça dépend aussi de l'entreprise, permet justement, s'il y a des changements d'employés, on est dans la grande résignation, dans les grands départs. Fait qu'il doit y avoir beaucoup de mouvements dans les entreprises. La documentation est une clé importante, justement, être capable de transférer la connaissance à de nouvelles personnes qui viennent rentrer en fonction, de nouvelles personnes qui sont là. Fait qu'on accélère, on a un bénéfice organisationnel, même si a priori, on a l'impression que c'est inutile, puis ça nous mène en apparence nulle part, autre que de répondre aux maudites obligations qui nous sont imposées, là. C'est là où je dirais, après, c'est quelque chose pour lequel on a beaucoup réfléchi chez nous, mais oui, on pense souvent aux risques liés à la non-conformité et tout l'aspect négatif, et puis l'aspect lourd aussi de justement mettre en place toute cette conformité. Mais
En dehors de ça, ça a aussi des avantages parce que bien sûr, on va limiter les risques par rapport aux sanctions qui pourraient s'appliquer à nous. Mais pour moi, c'est aussi quelque chose qui j'ai tendance à reprendre le terme anglo-saxon, en tout cas l'expression anglo-saxonne, qui est privacy is good for business. Parce que finalement, être conforme par rapport à un concurrent qui démontre pas sa conformité, aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui sont intéressées justement à cet aspect de protection de leurs renseignements personnels. On le voit de plus en plus, il y a un intérêt de plus en plus important par les individus. Et démontrer qu'on respecte la réglementation, c'est aussi une chance de plus pour pouvoir plaire à notre client final, dans un sens. Puis même, c'est rassurant pour les employés, hein, parce que nous, en tant qu'employés, nos renseignements personnels sont collectés par nos entreprises et sont traités par nos entreprises. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est valorisant. En tout cas, on peut appuyer sur cette valorisation quand on parle de protection des renseignements personnels. Donc, j'essaye en général de le prendre dans l'autre sens. C'est pas forcément que une montagne à gravir est très compliquée. Mais il y a aussi elle peut paraître comme ça. C'est là où je vais rejoindre ton point. Puis là, d'ailleurs, on a plusieurs incidents au Québec ces temps-ci où justement, c'est les informations soit des clients, soit des employés ont été fuitées. Je crois que l'appétit pour les employés et les clients de faire affaire avec une compagnie qui a des mesures en place, qui est capable de réagir promptement, va s'en aller en croissant parce que les deux cas récents qu'on a au Québec là, en septembre 2022 sont assez dramatiques pour la quantité d'informations qui a fuité, ce qui a été mis à disposition dans le dark web et ce qui a été mis publiquement. Finalement, maintenant, c'est rendu de connaissance publique, c'est que ces informations-là ont été faites. C'est très malheureux. Fait qu'effectivement, il va y avoir cet appétit grandissant. Là, on a effectivement, si on veut faire affaire avec des compagnies en Europe, maintenant, nous n'avons plus le choix d'avoir un régime équivalent. Donc, on est globalement entraîné dans cet univers-là de saine gestion des informations personnelles, je dirais, là, parce que je pense qu'il y a eu un peu de désinvolture dans les dernières années, puis je pense qu'on n'a pas mesuré à quel point les conséquences de cette désinvolture-là pouvaient avoir sur la vie des gens, sur tout ce qui peut se passer à côté de ça. Puis je pense qu'il va y avoir un énorme gain pour les entreprises de se conformer à ce type de loi-là. Je suis complètement d'accord. Puis c'est clair que, en plus, on a un mouvement très important. Ça a commencé avec l'Europe où on a eu une nouvelle loi. Puis tout après, on a eu beaucoup de législations qui ont été modifiées et adoptées. On pense à la Californie, on pense même au Brésil avec LGPD. Clairement, la loi 25 au Québec est également un modèle phare et il y a d'autres législations au Canada et au niveau provincial qui sont en discussion pour justement s'aligner à ces pratiques. Ça montre aussi l'intérêt des pays d'améliorer la conformité, d'améliorer la protection des individus, de donner des nouveaux droits aux individus, justement de les renforcer. Après, il y a aussi l'aspect commercial, hein, parce que si on veut traiter avec l'Europe, si on n'a pas de législation qui est similaire, ça alourdit les processus puisqu'on va devoir mettre des évaluations complémentaires, des contrats complémentaires et ça n'en finit jamais. Mais c'est l'avantage aussi d'avoir ces nouvelles législations qui arrivent, c'est que les principes sont très similaires, on a des législations très similaires et finalement, pour une entreprise qui va traiter sur le plan international, une entreprise québécoise qui traite avec l'Europe, finalement, on peut trouver un moyen d'harmoniser justement les pratiques et d'alléger finalement le processus de conformité interne puisque certaines actions, on n'a pas besoin de les doubler. On va faire toutes les mêmes partout et puis ça facilite grandement le processus. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve important parce que on a des principes similaires, on a des obligations similaires. C'est sûr qu'il y a quelques changements, je pense, entre l'Europe et le Canada ou même le Québec. Il y a cet aspect de consentement
et de base légale qui est un peu différent, mais finalement, quand on y travaille bien, on arrive à trouver des solutions pour harmoniser tous les processus. Donc je dirais c'est aussi ça le secret, c'est de bien comprendre quels sont les enjeux partout pour faciliter ensuite la mise en conformité globale et éviter le surplus d'action et d'engagement en matière de conformité. Oui. Là, on a parlé beaucoup de documentation comme étant un point de départ. Est-ce qu'il y a d'autres actions à poser comme pour démarrer les travaux pour ce qui est de la conformité à 2022? Oui, définir les responsabilités. Et c'est une des premières actions à mettre en place avec la loi 25. C'est désigner un responsable de la protection des renseignements personnels. Ça, c'est la première responsabilité à définir. Alors, en principe, c'est le PDG dans l'organisation qui va être le responsable, qui peut le déléguer à quelqu'un d'autre, que ce soit au sein de l'entreprise ou à l'extérieur de l'entreprise. Donc, il y a beaucoup de moyens de désigner la personne qui soit adéquate et qui ait les connaissances justement pour mener à bien un projet comme celui de la mise en conformité. Donc ça, c'est une première responsabilité à définir, mais il ne faut pas oublier que dans une entreprise, tous les employés, ils sont responsables aussi. Parce que c'est eux qui seront les premiers à traiter les renseignements personnels pour l'organisation. C'est eux qui vont manipuler ces renseignements et c'est eux qui doivent respecter les règles au sein de l'organisation. Donc je dirais, on pense beaucoup aux responsables, la protection des renseignements personnels, mais il ne faut pas oublier que les employés ont un rôle très important à jouer et qu'il faut bien qu'ils comprennent quelles sont les règles qui sont applicables, qu'on a mis en place au sein de l'organisation et quelles sont les règles qu'on veut faire respecter dans l'entreprise. C'est là qu'il va y avoir tout cet aspect de formation des employés qui va être un élément clé pour s'assurer qu'ils comprennent quoi faire avec des renseignements personnels et comment communiquer de l'information aux individus, par exemple, comment gérer si jamais ils reçoivent une demande spécifique d'un individu. On parlait du droit d'accès, par exemple, mais même une modification de renseignements personnels. Ça, il y a des éléments à considérer dans ces aspects-là. Donc, je dirais c'est une des actions majeures, c'est bien considérer les responsabilités et former le personnel de manière adéquate. Ouais, de façon générale, je ne peux qu'être d'accord parce que même en cybersécurité, on ne met pas assez d'emphase sur aider les gens à comprendre ce qu'ils ont à faire, puis justement, s'ils comprennent pourquoi ils doivent faire attention à l'information personnelle, ça devient plus clair, ils deviennent des alliés très importants et même des acteurs qui vont accélérer et améliorer l'adoption des bonnes pratiques d'organisation que s'ils sont laissés dans le noir et mal communiqués, ils ne pourront pas contribuer ou ne pourront pas justement améliorer ce type de choses-là. Est-ce qu'il y a d'autres points où, oui, est-ce qu'il y a d'autres points où vous avez justement amorcé votre conformité ou vous aidez vos clients dans cette conformité-là? Alors, au-delà de en termes de documentation, on a parlé du registre de l'inventaire, on a parlé de la procédure de gestion des incidents liée par rapport justement aux règles qui sont applicables dans l'entreprise. Il y a ce que nous, on appelle la Privacy Governance Policy, qu'on distingue complètement de la politique qu'on trouve sur le site Internet, qui est vraiment la politique ici qui va s'appliquer au sein de l'organisation. C'est les règles que les employés doivent respecter et sur lesquelles ils vont devoir s'aligner pour traiter les renseignements personnels. Donc, c'est vraiment un document, mais aussi les règles qu'on va appliquer dans l'entreprise. Donc ça, c'est un élément qu'on recommande de mettre en place assez rapidement. Après, c'est sûr que la formation, c'est un élément clé. Trouver les personnes au sein de l'entreprise qui sont bien en mesure, qui vont traiter des renseignements personnels, qui ont besoin de comprendre ces enjeux. Et puis, parfois, on peut trouver aussi des champions au sein de l'organisation, créer un réseau de référents au sein de l'entreprise pour justement aider à développer la culture dans l'entreprise, puisque la protection des données, c'est quelque chose de vraiment nouveau dans les entreprises que les gens ne comprennent pas.
Et même nous, des fois, on est confronté à ces enjeux, parfois on se sent pas compris, alors qu'on pense expliquer correctement les enjeux qui sont liés à la protection des renseignements personnels, mais c'est quelque chose de tellement nouveau et abstrait que si on n'arrive pas à prendre le sujet de manière concrète et de faire comprendre quels sont les impacts pour les individus liés à ce domaine-là, ça peut être un peu plus compliqué. Donc il y a vraiment cet aspect-là à considérer. Je dirais ça, c'est vraiment les points majeurs. C'est vraiment les premières mesures à mettre en place. Après, donc évaluer, ce qui est intéressant, c'est d'évaluer par rapport à nos obligations, quel est notre niveau de conformité, qu'est-ce qu'on a besoin de faire et quels sont les risques. Donc faire cette évaluation, je dirais évaluation de risque, évaluation de conformité, c'est peut-être une des premières étapes justement dans tout le processus. Là, jusqu'à présent, on a mentionné un peu les grands aspects qu'on va retrouver finalement dans le plan d'action. Mais ce plan d'action, il faut le construire et pour le construire, il n'y a rien de mieux que de commencer par évaluer son niveau de conformité. Quelles sont les obligations prévues par la législation et où j'en suis aujourd'hui. Donc on va regarder, est-ce que ça c'est fait, est-ce que ça c'est fait. Si c'est pas fait, ça va devenir un élément du plan d'action à mettre en place. Donc puis après c'est sûr que parfois on arrive avec un nombre d'actions très grand. C'est pour ça qu'il faut évaluer les risques, donc quels sont les éléments prioritaires à mettre en place par rapport aux risques de l'entreprise. Parce que en fonction d'une entreprise, les risques sont pas les mêmes en fonction des données qui sont collectées. Pour une entreprise qui travaille dans le secteur de la santé et une entreprise du secteur bancaire, les enjeux seront pas les mêmes, tout comme une entreprise qui serait plus dans le monde du jeu vidéo, par exemple. C'est pas du tout les mêmes aspects qui sont à prendre en considération. Donc ça, c'est quelque chose que je dirais qui est majeur. Donc évaluer son niveau de conformité de manière globale pour toute l'organisation. Puis après, il y a... Et comme tu mentionnais, justement, les entreprises vont avoir des surprises positives sortant de cette évaluation-là parce qu'ils vont, au lieu de penser qu'ils sont vraiment très basses dans la conformité, ils sont généralement à un niveau moyen ou des fois élevé selon la culture de l'entreprise. On va les amener, c'est quand même un geste encourageant de passer par là. Oui, justement, ça me fait penser à un client avec qui on a travaillé qui me disait on n'est pas bon du tout sur la conformité, etc. Et les résultats étaient excellents parce qu'ils sont dans un domaine qui exige beaucoup de sécurité dans le monde de la finance et ils avaient beaucoup de mesures à mettre en place. Puis finalement, les seuls points manquants, c'était la documentation. Mais en soi, sur tout le reste, ils étaient super bons. Et quand ils me disaient non, mais on n'est pas bon, on fait pas ça, mais en fait, ils avaient tort sur toute la ligne, je dirais, parce que leur niveau de conformité était déjà très élevé. Donc ça, c'est rassurant en fait, parce qu'on se retrouve avec des résultats qui sont bons. Mais après, quand les résultats sont pas bons, c'est pas forcément qu'on est complètement nul. Hein. Puis, de toute façon, ce que j'aime à dire, quand je rends mes résultats pour une évaluation, c'est que la conformité à 100%, ça n'existe pas. Parce qu'on peut toujours faire mieux. Il y a toujours des mesures nouvelles qu'on peut mettre en place et il y a toujours des nouvelles obligations qui peuvent arriver. Donc, on a toujours le moyen d'améliorer notre conformité. Ça dépend quel niveau on veut trouver. Est-ce qu'on veut être vraiment excellent ou est-ce qu'on veut juste limiter ses risques pour son organisation et que ce soit adéquat? En général, nous, c'est ce qu'on recommande. En tout cas, on ne veut pas être en dessous de ce qui est raisonnable pour l'organisation. Donc ça, c'est vraiment des aspects à considérer par rapport au niveau de conformité qu'on veut atteindre. Mais souvent, on a des bonnes surprises parce que finalement, on ne part pas de zéro, on a déjà des choses en place. C'est juste que il faut les aligner correctement. Et les documenter parce qu'elles sont pas suffisamment bien connues justement par ce manque de documentation-là.
Je crois qu'on a fait un tour assez vaste, un premier tour, puisqu'on va quand même aborder dans des épisodes subséquents des volets plus précis des effets de la loi. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que tu aurais aimé qu'on discute, qu'on a peut-être passé un peu trop vite, ou c'est un premier tour d'horizon que tu trouves satisfaisant? Je pense que c'est un tour d'horizon qui est intéressant. Alors peut-être les gens vont se demander pourquoi on n'a pas parlé des évaluations relatives aux facteurs de la vie privée, qui est une obligation qui arrive en 2023 et qui fait très peur, parce que ça a un impact très conséquent pour les entreprises, encore de la documentation supplémentaire, et même pour les professionnels du milieu. Nous, on s'est tous posé la question, que ce soit avocats ou des consultants, des analystes comme moi, on s'est tous posé la question, mais c'est énorme ce que demande la législation. Puis finalement, la CAI nous a rassurés, la commission d'accès à l'information nous a un peu rassurés parce qu'ils vont nous aider justement dans ces aspects-là et ils ont conscience de ce que ça représente comme travail. Mais c'est peut-être un sujet qu'on pourra aborder plus en détail dans un autre podcast, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais en tout cas, c'est une étape à vraiment considérer également dans la mise en conformité. Mais chaque chose en son temps. Déjà, s'assurer d'avoir une évaluation globale, considérer quelle est la conformité de son entreprise et quelles sont les actions principales à mettre en place. Ensuite, s'assurer d'avoir les bonnes responsabilités, au moins de savoir gérer les incidents de sécurité. Et puis, créer sa première grosse documentation avec sa cartographie, son registre des activités de traitement. Puis, à partir de là, on va pouvoir définir là où on a des risques précis et savoir quand c'est qu'on doit faire des EFVP. Mais je dirais le gros a été mentionné pour une première étape. Oui, pour une première étape. Puis comme tu le mentionnes, c'est justement comme l'évaluation, c'est un morceau qui est quand même assez immense. C'est pour ça qu'on va y dédier un épisode justement pour l'aborder, parce qu'on peut pas juste le surfer, celui-là. Il n'y a aucun morceau qu'on peut surfer, mais bref, là, c'est un amorce. Puis ensuite, on va creuser dans chacun des morceaux qui sont expliqués dans de prochains épisodes. Donc, je te remercie énormément pour ton temps, pour ta générosité. C'était très intéressant comme première conversation. Puis je pense que ça va nous amener justement à des éléments beaucoup plus précis, beaucoup plus encore plus intéressants sur ces éléments-là, où ça va nous amener justement jusqu'à la troisième phase d'application de la loi là, qui vont être intéressantes de voir comment ça va se dérouler. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'était vraiment un plaisir et j'espère que toutes ces discussions vont pouvoir aider les personnes qui écoutent ton podcast. En tout cas, c'était vraiment un plaisir pour aujourd'hui et pour la suite, évidemment. Merci.